Essaye, je vais le tenir. Ça ne tient plus. Non, je vais tenir. C'est pas Le véritable problème, comme je disais tantôt, c'est que il y en a qui sont venus, ils avaient la passion. Et même, on a dit qu'ils étaient des génies, mais en fait, les premiers, je parle ici des colloques qui ont sorti. un truc comme ça, oh. Oui, je dois dire qu'à la vérité, c'est ce qu'ils faisaient. Ils s'amusaient le processus qui mène à ça. Vous voyez, même dans le journalisme actuellement, bien même quand vous voyez les footballeurs, quelqu'un est devenu footballeur parce qu'il a vu un footballeur qui bouge déjà, qui mange ses millions. Quand on avance selon cette approche, on a déjà faussé le jeu. C'est un peu la même chose que l'avocature. Beaucoup de gens voient l'avocature parce qu'ils savent qu'il y a des avocats qui sont devenus très riches. Mais maintenant, ils ont même beaucoup d'argent, mais il manque de consistance. Et je pense que c'est pareil dans la plupart des choses. Et le Cameroun, malheureusement, est comme ça. Même l'agriculture. Beaucoup de gens vont dans l'agriculture parce qu'ils ont vu un agriculteur qui fait l'agriculture et il est riche. Et comme vous le savez, avec toute l'expérience humaine que vous avez, quand on avance ou bien quand on s'investit dans un métier de la sorte, on a déjà échoué sans avoir commencé. C'est tout ça. C'est pour ça que vous verrez quelqu'un comme moi, je fais plusieurs choses. Pourquoi? Le journalisme que je fais, c'est pas l'argent que je cherche. Vous ne savez pas, ça peut servir d'archive demain. Bien sûr. Le journalisme que je fais peut servir d'archive demain. Mais ne demandez pas d'être célèbre. C'est dans les archives parce qu'il n'y en a pas. Ne demandez pas d'être célèbre maintenant. Mais si demain, tu deviens hyper riche, parce que mon succès va dépendre de ton succès. Bien sûr. C'est-à-dire que quoi? Quand j'interviewe quelqu'un, quelque part, on peut dire que j'investis sur un cheval gagnant. Puisque si tu deviens tellement riche demain, qu'est-ce qui va se passer? On va chercher des... Et je serai là. Et je vais dire que voici. Je ne sais pas si vous voyez. C'est... Non, je vois très bien. Moi, je suis arrivé dans un quartier que j'ai vu grandir. S'il y avait cette notion au départ, au fur et à mesure, tous les 6 mois, tu prends une photo, tu gardes, tu prends une photo, tu gardes. Demain, comme la mairie s'est installée, tu fais carrément une exposition photo sur ce qui était cet endroit avant. Il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas cette notion. Et vous verrez que les photographes, la plupart des grands photographes, bien j'ai vu beaucoup de grands photographes qui n'ont que cette approche-là. Oui. Des expositions sur 10 ans. Mais quand il le fait, tu vas te demander en 10 ans, il vit de quoi? Il vit d'autre chose. Oui, bien sûr. Mais il fait sa passion. Maintenant, une passion, c'est bien si on la vit seul, mais c'est mieux si on la partage. En fait, moi, je pense que le monde, c'est le partage des passions. Tu restes dans ta chambre, tu fais tes trucs seul là-bas, on te prend pour un fou. Et demain, quand tu partages ta passion, on dit « Ah, c'est ça qui fait dans sa chambre. » Mais c'est pas que tu viens faire des choses au Carrefour. C'est pour aller partager la passion encore, puisque tu as commencé au Carrefour devant tout le monde. C'est un peu ça. On peut y aller. Allons-y. Je ne vous représenterai plus, mais si vous vous présentez un peu, c'est-à-dire que votre nom et une anecdote sur vous, votre parcours, je vais le tenir pour vous. Non, comme ça, les yeux, ça va. Ne te gêne pas pour moi. Comme ça. Ok. Vous présentez, vous racontez en quelques mots votre parcours. Voilà, une ou deux phrases de votre parcours. Je suis Pierre-Patrick Toko. Je suis camerounais. Je travaille dans le 7e art. Plus précisément, le cinéma documentaire, d'une part. Un peu de fiction. Je suis également dans l'accompagnement et la formation des jeunes à travers plusieurs projets de cinéma. Monsieur Pierre-Patrick Toko, nous nous sommes rencontrés, je pense, en 2018-2019 avec le programme Inter-Africa. Je vous ai connu en tant que réalisateur. Puis par la suite, après avoir pris des bonnes fonctions au sein de ce programme, j'ai appris que vous étiez aussi impliqué dans le programme
Impala, qui est un programme qui traite du documentaire. Pouvez-vous nous en dire quelques mots et aussi toute la magie, toutes les réalités qui ont tourné autour de ce projet, parce que je ne pense pas que c'était le premier, vous avez eu à pouvoir bien réaliser, à travailler sur beaucoup de projets auparavant. Oui, je suis un peu embarrassé de parler de moi-même. Le moi et Aïssa, et quand on parle de soi-même, on aimerait que ce soit les autres qui parlent de soi. Pourquoi je le dis? Quand il m'arrive parfois de former les jeunes, je leur dis, tu as beau faire un très bon film, mais laisse ton film parler de toi. C'est pas à toi de parler de ton film. Et quand on donne le micro à quelqu'un de se présenter par rapport à tout ce qu'il fait, certaines personnes vont croire que c'est un peu du pédantisme. Parce que je vais dire, je vais faire ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Celui qui l'a pas fait va avoir l'impression que c'est du pédantisme. Et j'aime souvent à dire que dans le domaine de l'art, en fait, il y a des formations professionnelles, mais elles ne sont forcément pas professionnalisantes. Et il faut que les gens arrêtent d'exercer la profession, mais qu'ils fassent le métier. C'est pourquoi ils sont capables de présenter les résultats de leur projet. Et c'est en ce sens-là que je vais un peu épiloguer sur ma petite personne. Oui, vous avez commencé par le projet Impala. C'était un projet très façonnant. Avant ça, il y a eu beaucoup d'autres choses qu'on a fait. La RDC, Interafrica et plein d'autres choses. Interafrica, c'était un projet passionnant de jeux vidéo où j'ai eu de la chance, avec vous-même, d'être formé aux jeux vidéo, beaucoup plus à ce concept que les Allemands ont bien voulu nous montrer, la gamification en fait, qui consistait à partir d'un apprentissage de comment est-ce que comment dirais-je, c'est pas la monétisation, mais comment est-ce qu'on capte son univers pour pouvoir en faire un jeu extraordinaire. C'était une façon de voir les choses et ça nous a permis quand même aussi de représenter le pays en Éthiopie et en Allemagne à la Gamescom. Mais c'était bien tout simplement parce que ce qui était intéressant à l'intérieur, c'est qu'on prenait des gens venant d'horizons divers. Dans la formation, on était 15, il y avait les cinéastes et les informaticiens et les curateurs et les enseignants, il y avait plein. C'était un melting pot en fait. Et l'expérience que j'ai eue de ce projet, c'était la formation en leadership. Une entreprise Karami International nous a formés en Éthiopie et on a continué et le projet Interafrica continue malgré tout, malgré la dure réalité. Et ça m'a permis de m'ouvrir au monde, de voir à quel point les jeux vidéo également sont consistants et sont complémentaires à ce que nous faisons au quotidien. Le cinéma, c'est du jeu, les jeux vidéo. Le cinéma, c'est une écriture du mouvement. Le cinéma, c'est ce que je pense, c'est ce que je vois que tu ne vois pas encore. Je te montre ça de mon point de vue. Et le jeu vidéo, c'est le divertissement au même titre que le cinéma. Donc, si on regarde bien, dans le parcours de chacun, il y a de la matière. Il suffit de savoir comment jumeler tout ce que tu as appris à l'école. Parce que l'école est bien certes, mais la réalité de la vie t'amène à comprendre les choses autrement. Parce que de tout ce qu'on fait, on a quand même un background. Et c'est la somme de nos expériences qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Parce que je le dis souvent, c'est à partir de nos différences que nous créons et que nous portons nos expériences au firmament de ce que tout cela doit être. Parce que de mon parcours d'électrotechnicien, d'ingénieur informaticien et aujourd'hui de cinéaste, je fais des études de cinéma et je continue d'ailleurs, je me rends donc compte que tous ces projets-là et toutes ces formations que j'ai eues auparavant ont aidé donc à me construire dans cet univers où je passe toujours d'un fil en aiguille à un autre. Donc, cela est d'autant plus intéressant que, au-delà de ça,
je travaille beaucoup plus aujourd'hui. Je suis vice-président de la Fédération africaine de la critique cinématographique. Dans ce sens également que je n'arrête pas également de travailler comme critique de cinéma. Et ça m'ouvre aussi l'esprit et ça me conforte dans ce que je fais. Et là, ARDC, c'est l'association des réalisateurs documentaristes camerounais où je suis, du vice-président. Vous avez posé la question, je suis toujours vice-président un peu partout. Mais c'est un challenge pour moi d'être dans des associations, avoir l'esprit associatif. Et ça me vaut parfois des rencontres à l'international. Par exemple, pour le projet de la fac, c'est un projet, pourquoi? Parce que pour faire un film, il faut des critiques, il faut des personnes qui vont donner leur point de vue, il faut un public, il faut beaucoup d'autres choses. Et nous, à travers le site www.africiné.org, nous portons haut le nom de la critique africaine. Ça m'a valu de participer à plusieurs éditions du FESPACO et je sors de Korigba du Maroc en tant que président du jury en juin dernier. C'était extraordinaire de comprendre que parfois, c'est vrai que rien ne se fait ex nihilo, mais à un moment donné, pas qu'on est surpris, mais beaucoup de personnes ne peuvent pas s'imaginer que ce que tu fais peut te permettre d'aller rencontrer l'autre ailleurs. Et parfois, ça paraît très anodin, mais quand on y met du sérieux, on trouve la route. Revenons maintenant au projet Impala. C'est un projet très extraordinaire qui a été porté par la RDC. Et j'ai eu cette chance-là d'être nommé chef de projet dans l'association. Tout a commencé en 2021 et nous avions postulé. Vous savez, il y a des guichets à l'international, des fonds qu'on alloue aux projets internationaux. Et quand on est une association des individus, on postule pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et on a eu le projet Impala, mais il y a eu des précédents. Le précédent était que nous avons dans l'association, je tiens quand même ici à saluer cette initiative du regretté mémoire le docteur Alaka, qui a vraiment travaillé avec ses amis de l'époque, les étudiants tels que Rosalie Bessini, Madame Tang aujourd'hui, Madame Zotap Edwige, Félix Mbok, Len, ils étaient très soudés à l'époque et ils ont pensé avec le feu Bell créer Africadoc. C'est à partir de là que quand Africadoc a eu quelques soucis, ils ont créé la RDC. Donc je tiens à saluer leur mémoire ici, surtout celle du docteur Alaka qui est parti très tôt, à moins de 40 ans. Et c'était un ami avec qui nous avons vraiment beaucoup travaillé. Nous pensions porter très haut le cinéma documentaire. C'est un genre cinématographique, généralement on l'appelle le parent pauvre, mais tout simplement parce que c'est pas du bling bling tout autour comme avec les fictions. Mais sauf que le projet Impala est né grâce à un précédent projet que nous avons mené en 2019. Ça s'appelait le projet Lumière du Mboa, avec toujours la RDC, et financé par l'Institut français et Priscar. Donc il s'agissait pour nous on avait monté un projet pour parler de la crise du Nozo. Et on a été financé, on a sorti 3 merveilleux films et fait par des jeunes Camerounais qu'on avait mis en binôme. Et ces films, il y a Figure de mer, c'est de Koudonchi, elle avait un binôme qui est parti après la formation, je préfère taire son nom. Il y a eu Black Christmas, Christelle, il y avait Christelle et Ayafor, Christelle Magnier et Ayafor, qui ont réalisé le film Black Christmas et un autre film, et The 100 Eyes de Bernadette Nzelen, qui avait également un binôme qui est parti et aujourd'hui elle travaille à CATV, toujours grâce à ce projet. Et après ça, nous sommes entrés dans l'écosystème de l'Institut français et on a postulé comme tout le monde à l'OIF. On a été retenu pour le projet Impala. Or, le projet Impala, c'est un projet fabuleux.
Fabuleux pourquoi? Parce que de 2021 en 2023, et on a bouclé en 2024, c'est inédit en Afrique subsaharienne. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un projet qui tourne tout autour de 15 pays, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. En fait, de 15 entités, si je veux dire ainsi. Parce que pour le cas de l'Afrique centrale, nous sommes 5 pays, le Cameroun, les 2 Congos, le Gabon et la République centrafricaine. Nous avons travaillé également avec 6 pays d'Afrique de l'Ouest. En fait, le concept était de faire ce qu'on appelle un certain réseautage pour pouvoir mettre les jeunes cinéastes africains et documentaristes ensemble. Et parce que on avait constaté que cette synergie-là, ce travail d'équipe n'existe pas. Il y a trop d'individualité. Et quand on travaille seul, certes, parfois on réussit, mais on ne réussit pas comme il fallait. Parce qu'il faut aller avec les autres. Donc ça fait qu'on a postulé, on a été retenu. Et c'est il faut développer le concept de mouvement. Du mouvement, exact. C'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à franchir les autres étapes. Et pourtant, lorsque c'est un mouvement qui réussit, lorsque c'est un mouvement qui passe, il arrive facilement à se multiplier. Exact. Et à perdurer. Oui. Donc on a postulé et on a été retenu. Maintenant, il fallait monter le projet. Il fallait implémenter le projet. On a eu la chance, sur les 5 pays d'Afrique centrale, c'est le Cameroun qui a été le point focal. Le point focal, pourquoi? Parce que c'est ici, au Cameroun, que les formations devraient se passer. Et ces formations étaient de plusieurs ordres. Et c'était sur 3 ans, mais 3 ans, pas de manière continue, de manière séquentielle. Il y avait des périodes. Bonsoir. Et là, il y a eu un atelier de réalisation et montage, où on a passé 7 semaines à Yaoundé, enfermé dans un quartier où on a trouvé un appartement meublé avec les Centrafricains, les 2 Congos, Congo-Kinshasa, Congo-Brazza et le Gabon, plus le Cameroun. Et on a la chance qu'il y a plus de Camerounais qui se sont formés dans plusieurs rubriques. Pourquoi? Parce que ça se passait chez nous, on était privilégiés. On a eu l'atelier de production et écriture. Donc vous voyez qu'il y a eu 4 gros modules où beaucoup de gens se sont formés. On a eu 6 réalisateurs, 6 monteurs. Il y a certains qui venaient de la Côte d'Ivoire. En production, on a eu 10 producteurs et 10 scénaristes. Donc, ceux de la première vague, c'est-à-dire ceux qui sont formés en réalisation, pouvaient aussi postuler pour être des scénaristes pour la deuxième vague. On a retenu certains et on a complété avec d'autres. Et c'était un brassage humain et c'était inédit parce que les partenaires que je vais citer ici, qui ont permis à ce que ce projet ait encore une notoriété internationale. Il y a les ateliers Varan, chapeautés par Yves de Peretti, et Dortmund. Dortmund, à l'époque, c'était Frédéric Violo qui était là avec Aline Apt. Or, Frédéric Violo, aujourd'hui, il n'est plus là, mais là, c'est sa place à Bianca. Donc, vous voyez, et ces formateurs étaient aussi constitués en binôme. Parce que toutes ces formations, on cherchait des binômes. Beaucoup plus en production, binôme, ça dit qu'il faut un producteur et un scénariste. Maintenant, les formateurs aussi venaient en binôme parce qu'on voulait quelqu'un du Nord et quelqu'un du Sud. Pour le cas de la formation en réalisation, on avait Yves de Peretti qui était là avec notre compatriote Jean-Marie Tenon. Pour le montage, on avait Dominique Paris et une Algérienne qui venait de l'Algérie, mais qui vivait en France. Donc, c'était quelque chose de très intéressant. Et nous avons constaté que, après cette formation, beaucoup de jeunes ne savaient pratiquement pas que on pouvait faire un film documentaire sans jamais toucher une caméra. Parce que c'était une pédagogie qu'ils appelaient du learning by doing. Je suis arrivé pour la première fois, je n'avais jamais touché une caméra. On tenait la caméra d'aller dans la rue chercher un sujet. Et ce projet s'est terminé dans des conditions extraordinaires. Nous avons eu 10 films à la fin. On les a projetés à l'IFC, c'était un 14 mai 2023.
Et c'est parti pour 3, parce qu'on veut faire cette formation en 3 temps. En fait, c'est 9 ans, séquencé de 3 ans. On a fini les 3 premières années. Nous sortons là du Togo pour lancer la deuxième phase du projet Impala. Au Togo, il n'y a pas un mois pour lancer la deuxième phase du projet Impala. Or, nous n'allons plus être point focal. Parce que dans ces formations-là, il y a le volet diffusion des films. Parce que plus on forme des jeunes, ils sortent des films, ça crée un catalogue. Donc, il y a l'option diffusion des films pour la promotion des films documentaires. Et ces films sont diffusés pendant la période où se déroule le projet Impala. Donc, l'association, les formations, les films que vous avez oui, produits, c'est chaque association de base, oui. Et d'autres films, parce que au départ, on n'avait pas de films. Il y avait un catalogue pour faire la promotion des films documentaires dans les écoles, les universités et les collèges. Donc, d'autres films s'associent à ce catalogue, cette fois-ci encore parce qu'on a déjà les premiers films. La Côte d'Ivoire également était le point focal pour le cas de l'Afrique de l'Ouest. Il y avait le Togo, le Bénin, Mali, ainsi de suite. Au début, là, le Sénégal, les gens d'Afrique de l'Ouest, c'était 6 pays. Pardon. Et ils ont aussi produit 10 films. Donc, voilà qu'on a déjà 20 films dans le catalogue du projet Impala. 20 films. Et on a lancé la prochaine vague, c'est 3 ans, du projet Impala. Le mois, on était au Togo, ça fait pas un mois. Et vous allez vous rendre compte que ce lancement s'est très bien passé. C'est pas parce que nous sommes peu point focal que le Cameroun va dire qu'il a tout perdu. Non, on est toujours dans le projet. Et nous avons la chance que on va continuer juste à faire des projections. Comme les autres pays faisaient des projections pendant qu'on était point focal. Nous aussi, on en faisait au Cameroun. Donc, c'est un catalogue qui contient beaucoup de films. Et des films qui nous parlent. Et c'est une façon pour nous également à la RDC de démontrer que une association peut travailler pour promouvoir un genre cinématographique et qui marche. Ça marche, je dis que ça marche. Pourquoi? Parce qu'on en parle. On est sur les réseaux sociaux. On est au Cameroun même au ministère. Je vous le dis, on a été reçu même par le ministre des Arts et de la Culture et on a reçu plein de lettres de félicitations pendant le déroulement du projet. Ça voudrait quand même dire que on est suivi malgré tout, malgré ce que les gens peuvent penser. Vous savez, le problème c'est que les gens parfois restent dans leur maison, dans leur chambre et s'imaginent des choses. Parlons de votre participation aux Écrans Noirs 2026. Nous sommes réunis ce 26 septembre 2025, autant pour moi. Et j'ai appris que vous êtes coordonnateur du jury critique. Pouvez-vous nous en parler? Et je ne pense pas que ce soit la première fois que de façon directe ou indirecte, vous intervenez dans ce festival qui fait l'honneur du cinéma africain, qui fait l'honneur du Cameroun, parce que c'est une vitrine internationale. Ouais. Je tiens déjà à remercier M. Basek Bakobio, qui est délégué général de ce festival, qui nous a toujours tendu la main. Je sais pas ma première expérience au Festival Écran Noir. Il y a les éditions passées, j'ai travaillé comme programmateur de films, j'ai travaillé comme jury aux Écrans Noirs et j'ai travaillé comme président du jury pour le jury critique. Et il y a 2 ans, j'ai été élu vice-président de la Fédération africaine de la critique cinématographique en 2023 au Burkina Faso. Revenu au Cameroun, je me suis dit, la FAC travaille pour faire la promotion de la critique cinématographique des cinémas africains dans le monde. Beaucoup plus en Afrique. Et quand je dis dans le monde, c'est que l'Afrique est dans le monde. Mais à travers son site internet www.africiné.org, elle existe. Vous allez taper là et vous allez voir tout ce que nous faisons, nos noms, ceux qui ont créé sur les films. Et ce jury, Paulin Soumano Vira, passe dans beaucoup de festivals dans le monde. Le festival de Goriba, le festival de Fespaco, les JCC, le festival de l'Égypte là, et plein d'autres festivals.
Et vous allez vous rendre compte que c'est un prix d'un cinéaste, Paulin Soumano Vieira, la crème de la crème. On a fêté son centenaire au FESPACO il y a 2 ans. Et ce prix a toujours existé pour la FAC. Et la FAC, c'est un ensemble de journalistes critiques du cinéma, des passionnés du cinéma, des techniciens du cinéma. La FAC n'est pas restreinte au métier. Parce qu'on a souvent l'habitude de penser que la FAC, c'est un groupe de journalistes là qui font la promotion. Non, je ne suis pas journaliste et je suis technicien et cinéaste. Donc, j'ai postulé à la FAC à l'époque à travers Cinépresse, parce que la FAC, c'est la fédération. Cinépresse au Cameroun, c'est l'association des journalistes critiques du cinéma. Donc, chaque pays qui s'abonne, qui a une association de critiques peut travailler avec la FAC. C'est en ce sens-là que nous avons existé. Et voilà. Et après, j'ai vu M. Bassek, il a accepté que nous intégrons le prix de la critique dans son festival. Il y a 2 ans, voici la 3e édition. Les 2 précédentes années, j'étais au four et au moulin, ainsi de suite. J'étais un peu sous le feu des projecteurs, mais cette année, il y a M. Tedom, M. Massangeya et Maïmouna Tabouzaka qui sont le jury critique. Je suis juste là derrière en tant que vice-président de la fédération pour un peu coordonner et afin qu'ils travaillent dans de meilleures conditions. En quoi consiste ce prix exactement? Ce sont les films qui sont critiqués, ce sont les articles, les journalistes qui sont critiqués? Non. Le jury critique Paulin Soumano Vieira a une particularité. D'abord, elle ne critique que les longs métrages fiction en compétition. Elle travaille pour les films en compétition long métrage fiction uniquement. Et le but pour le jury, c'est de voir tous les longs métrages fiction en compétition et de trouver un vainqueur. Et quand on a parfois de la subvention, des ressources nécessaires, pendant le festival, on crée des bulletins tous les 2 jours. Et dans ces bulletins, il y a la critique, des critiques, parce que ce n'est pas seulement le jury qui écrit, c'est les membres de l'association. En passant, je remercie M. Jean-Marie Molo-Olinga, qui est le docteur, parce qu'il vient d'avoir son doctorat, le docteur Jean-Marie Molo-Olinga, qui est comme un parrain pour moi dans le monde de la critique, parce qu'à l'époque, au Goethe Institute, nous voyons des films et nous les critiquons. C'est lui qui était modérateur. Et lorsque il a pris sa retraite, il m'avait passé la main. Bon, aujourd'hui, au Goethe Institute, n'a plus continué avec les séances de visionnage critique, mais nous espérons que peut-être que ils vont revoir cette politique-là dans leur maison. Mais alors, aux écrans noirs, déjà, nous sommes le vendredi soir, demain, c'est la montée des marches. Le jury a déjà forcément trouvé... Non, il y a un dernier film là vont se passer. C'est après les dernières projections que le jury va se prononcer. Donc, demain matin, avant midi, les écrans noirs auront déjà le diplôme avec le nom du réalisateur, le titre du film et les mentions des 3 jurys qui s'occupent de ce prix, Paulin Soumano Vieira. Pour sortir, pouvez-vous nous dire tout le bien que vous pensez du festival Écran Noir, un mot de fin, une anecdote, un message à passer? Les écrans noirs, c'est une consécration pour le Cameroun. Parce qu'il a été reconnu d'utilité publique déjà. Parce qu'après 20 années, c'est pas tous les festivals qui ont 20 ans qui sont reconnus par l'État d'utilité publique. Ça voudrait donc dire que les écrans noirs ont impacté et ont tendu la main à pouvoir mettre à jour les activités de leur festival. C'est pour ça que nous sommes connus aux écrans noirs aujourd'hui comme le jury critique. Maintenant, une anecdote pour les écrans noirs, je l'ai dit comme ça à l'époque, il y a quelques années, dans le bureau de M. Bassek, on était en train de discuter sur des films et j'étais programmateur. Il me dit, écoute, Touko,
comment vois-tu ce film-là? Moi, je peux pas. C'est un film que moi j'ai pas vu et on en parle. Apparemment, on dit que Hélène Eba, avec qui je travaille dans la programmation, a un film. Et ça fait pas sérieux. On peut pas. Je dis non. C'est un film sur le sultan. Le film sur le sultan qui a été documenté, qui a été tourné par Mbombo Mama. Je dis à Monsieur Bassek, monsieur, écoutez, il y avait Point, il y avait un film aussi qui était en compétition ici aux écrans noirs par Achille Brice, hein, et dont vous étiez le producteur. Vous voyez que s'il fallait être rude aussi par rapport à ça, on n'allait pas mettre Live Point, le film s'appelait Live Point. On n'a pas mettre ça dans le. Et tu, écoute tout court. Ok, bon, si c'est ça, bon, je pense que. Mais bon, si tu as vu le film et que tu me rassures que le film est bon, écoute, Hélène, écoute, je dis pas ça parce que bon, comme tout quoi a vu le film, et vous savez, bon, je dis bon, c'est ça aussi. Il dit bon, ok. Et je lui ai même dit que ce film avait remporté les écrans d'or. Et aussi, et ça m'a plu après parce que c'est le film de ce maman-là qui a remporté le meilleur documentaire cette année-là. Donc, je me suis dit, on n'a pas travaillé pour rien. Donc, parfois, il y a des choses comme ça qu'on ne veut pas intégrer parce que les ont dit, mais ça n'a rien à y voir sur l'art. Si c'est un bon film. Moi, j'ai eu ça à LFC Award, je suis aussi juré à LFC Award, où parfois, si quelqu'un m'a cité dans le film, que je suis jury, dans la délibération, ma voix ne compte pas pour le film. On ne me dit même pas. C'est après que moi-même je sais si mon film a remporté ou pas. Parfois, il faut être flexible. Donc, ça fait partie de la flexibilité de tout ce qu'on fait à un moment donné. Et quand on se rappelle de ça, on s'assoit, on rit, on se dit, bon, tiens. Et aussi, cette année, j'étais tellement bousculé que, une autre anecdote comme ça, toujours avec M. Bassek, je le trouve assez dynamique, il connaît tout le monde. Et il me rencontre dans la cour là, il me dit mais tout court, on m'a dit que c'est toi qui allais t'occuper du jury. Narcisse me l'a dit. J'ai dit monsieur oui, c'est vrai, mais nous sommes trois, mais moi je coordonne juste. Il parlait là du jury qui allait coordonner les jurys. Donc il a compris, mais il m'a laissé passer, il a compris que j'étais un peu sous-booké. Donc c'est des choses très intéressantes. Et pour le cinéma en lui-même, j'aime toujours à dire que le cinéma n'est pas un métier, c'est une activité. Je le dis pourquoi? Parce que les gens vont avoir l'impression que oui, on peut vivre de ça, mais si on veut prendre le cinéma comme un métier, il faut le faire comme quand on va à l'école pour apprendre un métier technique et ça suit le process. Quand je dis que c'est pas un métier, pour notre pays, beaucoup de gens entrent dans le cinéma soit par le haut, soit par le bas. Ne sachant même pas comment ça fonctionne. Or, pour que une activité devienne un métier, il faut travailler, il faut connaître les avantages, les inconvénients, il faut connaître ce qu'on appelle, parce que chaque métier a un canevas, chaque métier a la manière dont a une ossature, et chaque métier a ses réalités. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un réalisateur, vous ne voyez pas les films des autres. Vous voyez, parfois les salles sont vides parce que le réalisateur n'est pas connu. Or, quand on va au cinéma, on ne va pas au cinéma pour le réalisateur. On va d'abord au cinéma parce qu'on est passionné, parce qu'on veut voir les films. Et je vous le dis, il y a les cinéphiles qui ont une meilleure culture cinématographique, même que les cinéastes. Or, ceux qui se disent cinéastes, entre guillemets, ça veut donc dire quoi d'abord? Être cinéaste, c'est ce mot de fin que je vais m'arrêter. Merci. Je vous en prie.